Donc, il est organisé de la façon suivante, hein. Je vais discuter dans le premier temps pourquoi s'intéresser à ces processus de cloquage, pourquoi un film cloque. J'évoquerai tout un tas d'influences de certains paramètres qui paraissent assez, évidemment, jouer un rôle moteur dans ce processus. Et puis, je terminerai, si j'ai le temps, par la limite de l'approche élastique, c'est-à-dire le fait que, évidemment, on peut avoir de l'endommagement plastique qui vient encore plus compliquer le processus. Donc, pourquoi s'y intéresser? En fait, il y a trois aspects, hein. Le premier aspect, il est très pratique, hein, c'est ce que j'ai écrit ici, comprendre les processus de l'endommagement qui aboutissent en règle générale à une perte des propriétés fonctionnelles, hein. Donc, ça, tous ceux qui déposent des films, ce qui fabriquent des revêtements, l'ont bien compris. Dès qu'il y a du cloquage, de la fissuration, etc., évidemment, on a une perte de matériel. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de comprendre comment ça se passe pour éviter que le cloquage apparaisse. Alors, vous pouvez voir, hein, sur le slide ici, que ce processus de cloquage, c'est un processus qui est complètement multi-échelle, hein. Ici, vous avez du cloquage qui est à l'échelle, on va dire, millimétrique, hein, sur un célèbre tube dont j'ai perdu le nom. Mais donc c'est du nickel électrolytique sur nickel qui a subi des cycles thermiques, et donc vous voyez que ça cloque un peu partout. Au milieu, vous avez le cas de films. Alors, pour moi, c'est plutôt des revêtements épais, hein, 3 microns, c'est assez épais pour moi, mais des revêtements ALM, chrome, azote, qui ont été impactés, hein. Donc, il y a un indenteur qui est venu faire du cyclage en fait au milieu ici, et on voit apparaître par exemple cette belle cloque circulaire, hein, qui est venue s'enrouler autour de l'impact de l'indenteur en son centre. Donc ça, c'est un impact mécanique. J'ai oublié de le dire, évidemment, hein, mais Muriel l'a rappelé, que ces processus d'endommagement, ils sont aussi multi-origines, contraintes thermiques, en tout cas cyclage thermique, impact mécanique. Et puis, à droite, je vous présente le cas, j'y reviendrai peut-être un peu à la fin, mais je vous présente le cas d'un film plutôt mince, un molybdène, 200 nanomètres d'épaisseur sur silicium, qui lui a été irradié de mémoire, ça devait être à l'argon. Et on voit apparaître ces cloques qui ont une géométrie un peu particulière. Je vous dis, je reviendrai dessus peut-être à la fin, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce déplacement hors plan, là, que vous voyez en bleu, nous fait quelques dizaines de nanomètres d'épaisseur. Donc, vous voyez que ce processus est complètement multi-échelle. Donc, évidemment, comprendre pour l'éviter. Je passe là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toute une espèce d'ingénierie du cloquage, c'est-à-dire que le but ici, c'est de trouver les moyens, par un processus de cloquage, d'architecturer les matériaux, en tout cas de fabriquer des micro- ou des nano-architectures particulières. Et ça débouche éventuellement sur des applications bien concrètes, hein. Bon, le fameux procédé Smart Cut, que je pense que vous connaissez peut-être, hein. Le principe étant donc ici vous avez du blistering, hein, sur cette couche sur ce silicium qui a été implanté à l'hydrogène. Et puis si on met un raidisseur par-dessus, comme on contrôle l'implantation de silicium, on applique un raidisseur et en fait, en coupe transverse, ici on vient propager une fissure quasiment à la même profondeur, et on vient comme ça découper le silicium de manière très propre. Bon, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Vous voyez ici, il y a l'idée de fabriquer c'est un film qui était plan initialement, qui a été soumis dû à ses propres contraintes. Il vient flamber ici, et l'idée étant de fabriquer ici des micros, des nanocanaux, avec d'éventuelles applications en micro-nanofluidique. Bon, vous voyez aussi qu'on peut arriver à fabriquer, entre guillemets, hein, des réseaux relativement organisés ici de cloques, c'est sur un film d'or. Et ce qui va m'intéresser un peu plus ici dans cet exposé, c'est le troisième point, c'est de dire que le cloquage, bon, effectivement, il est un peu embêtant puisqu'on a une perte des propriétés, mais on peut peut-être arriver et trouver un intérêt à le contrôler, à l'induire plutôt, pour remonter aux propriétés mécaniques des matériaux qui l'ont subi. Donc, vous voyez, l'idée, c'est d'utiliser ces structures de cloquage comme un marqueur des propriétés mécaniques du composite, enfin du revêtement substrat que l'on est en train d'étudier. On va voir ça par la suite, hein, mais c'est module d'ion, contrainte, module de matériaux, contrainte, énergie d'adhésion. On verra que les différentiels de pression peuvent jouer un rôle important. Bon, je ne vais pas trop décrire les structures. Ici, ça s'est induit dans un gradient de
pardon, c'est pas un gradient d'épaisseur, je pense qu'il y a un gradient d'épaisseur ici, mais c'est un cloquage induit par une couche tampon. Hein. Donc vous voyez qu'on vient, de manière à faire cloquer le matériau, en fait, ce matériau X 330 nanomètres, là, on vient y insérer une sous-couche hyper contrainte qui permet d'induire le clocage dans ce système multicouche. On peut également induire du clocage à partir de bords de marche, tout simplement. Hein. On peut l'induire en chargeant le revêtement avec de l'hydrogène. Ici, c'est le cas du médium. Et puis, on peut aussi patterner le substrat pour essayer de contrôler un peu les propriétés, on verra plus tard, d'adhésion, d'adhérence. Ici, c'est ce qui a été fait par Metal, où on a alors, c'est très flou parce qu'il a fallu que je zoome ici, mais on a des channels qui ont été créés ici avec une adhérence un peu plus faible. Et donc, du coup, on voit des cloques qui apparaissent. Hein. Donc, encore une fois, ce sont des cordons de téléphone qui viennent évidemment se propager dans ces canaux de plus faible adhérence ou adhésion. Hein. On va évoquer ça tout à l'heure. Et donc, on voit bien le besoin que l'on a à partir de ces data ou de ces résultats expérimentaux, le besoin qu'on a de modélisation assez solide, on va dire, soit analytique ou de simulation numérique, pour remonter à l'ensemble de ces propriétés mécaniques. Alors, pourquoi un film clock? Très rapidement, vous allez voir que c'est un processus qui est vraiment, en fait, finalement, très, très complexe. Hein. Donc, si je prends une cloque ici, bon, vous avez des cloques circulaires. Hein. Si je prends une cloque ici, là, que l'on peut voir, bon, peu importe ici, c'est un système multicouche, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. On s'aperçoit que, ça a été évoqué par Muriel, on a une énergie élastique qui est stockée, qui a envie de se relaxer dans l'état plan. C'est ce qu'on appelle le flambage. Hein. On était dans un état plan initial, ça a flambé, on relaxe l'énergie élastique. Et cette énergie élastique, elle dépend de l'épaisseur, elle dépend, on le verra, d'un éventuel gradient de pression, ou en tout cas différentiel plutôt de pression, entre l'extérieur et l'intérieur de la cloque, si tant est qu'on puisse imaginer ici que c'est entre guillemets étanche, enfin isolé. Ça dépend de toutes les propriétés élastiques des deux matériaux vis-à-vis, film et substrat. Ça dépend bien évidemment des contraintes qui peuvent être, on l'a évoqué également, multiples et variées, hein, contraintes thermiques, les contraintes internes, les contraintes de croissance, les problèmes d'épitaxie, des contraintes externes qui sont appliquées aux matériaux. Donc ça, c'est pour la partie énergie élastique, ce que j'ai appelé l'approche statique. Vous voyez, je regarde ma cloque et je me dis, bon, vu qu'elle a cette forme d'équilibre, je peux être capable de remonter à certaines propriétés mécaniques listées ici du matériau. Et puis, si on regarde après l'aspect dynamique, c'est là que ça se complique, on s'aperçoit qu'ici, au niveau de la… Si on suppose qu'il y avait un pré-défaut ici, hein, un petit défaut, et qu'on a une cloque qui est apparue, et on voit bien qu'il y a fatalement une fissuration à l'interface ici. Et cette fissuration, on l'a évoqué, elle est contrôlée par le mode de mixité modale, hein, le mode de fissuration, mode 1, mode 2, évoqué également par Muriel. L'adhésion au sens, cette fois-ci, chimique du terme, le tout faisant une propriété d'adhérence. On voit que la rugosité va jouer un rôle important. On peut rajouter des effets chimiques, environnementaux, hygrométrie, et les effets microstructuraux et plasticité. Et donc, c'est là que l'on voit que le processus, il est vraiment complexe, hein, puisqu'il nécessite des connaissances un peu en physique des matériaux, mécanique des matériaux, un peu de chimie d'environnement. Et donc, il faut essayer de mélanger tout ça, décomplexifier les problèmes que l'on peut rencontrer en fonction des matériaux qu'on observe pour aboutir à cette, entre guillemets, extraction de ces propriétés mécaniques. Un dernier point ici sur le mode de mixité modale, le PSI évoqué précédemment. Vous voyez que le système, il est quand même très complexe ici, puisque vous avez une cloque ici. On peut imaginer que si on vient encore charger, cette fissure ici va se propager, mais elle se propage parce qu'il y a une cloque qui est en train aussi ici de monter en déflexion. Donc la cloque, si je charge, elle peut monter en déflexion, et donc elle va aussi jouer sur la propagation de la fissure. Donc c'est une fissuration qui est couplée au processus de flambage statique, et de surcroît, enfin en conséquence de ça plutôt, on s'aperçoit que c'est lorsque la cloque se propage, eh bien c'est comme si on avait un essai mécanique, si vous voulez, mais qui est à
psi-variable. C'est-à-dire qu'on, c'est ça qui est un peu compliqué dans l'histoire, c'est qu'on n'est pas comme un essai mécanique classique que l'on peut contrôler, où on va dire je suis en train de mesurer une ténacité en mode 1, 80 degrés, 90 degrés, etc. Donc on est en plus à psi variable, le psi variant avec la croissance ou la taille de la cloque. Donc voilà pour dire que c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué, hein, ces mécanismes couplés, délamination, flambage. Alors quand on regarde l'approche purement statique, ça c'est très simple. Ici, vous avez le cas d'un modèle à 1D, hein, c'est ce qu'on appelle la théorie des plaques minces de Foppel-von Karman. On a un film qui est évidemment ici sous contrainte de compression, sinon ça ne pourrait pas flamber. Dans le cas d'un film, pardon, d'un substrat infiniment rigide, je suppose qu'ici tout est rigide, je suis en statique, donc je vais supposer qu'il y a une pré-fissure de largeur de B. Et puis on voit que le passage ici de l'état plan à l'état flambé, que vous avez ici, eh bien, il s'accompagne d'une augmentation, même l'apparition d'une énergie de flexion qu'il n'y avait pas avant, et d'une diminution d'une énergie de compression, puisqu'on vient allonger, hein, le film ici qui est en compression, on vient l'allonger, donc on a fait diminuer l'énergie de compression. Donc en gros, dans le cas statique, il suffit de calculer la variation d'énergie élastique, je regarde quand est-ce que cette variation est négative, et je sais que le processus de flambage est favorable. Donc ça, c'est assez classique, c'est un modèle à 1D. On peut calculer ces énergies, je passe ici, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de montrer ça. Ce qui est important, c'est qu'on a sous la main ce qu'on appelle les équations d'équilibre de Foppel-von Karman. Donc on a deux équations d'équilibre, enfin l'équation de Foppel qui est ici, l'équation de compatibilité qui est ici, et l'inconnu étant la forme d'équilibre qui est notée W ici. Et donc, alors c'est un petit peu compliqué parce que ces équations sont couplées, hein, parce que vous avez en inconnu W, la forme d'équilibre associée, et puis vous avez le paramètre alpha qui est ici, qui est en fait ici la contrainte relaxée, c'est-à-dire le fait que ça flambe ici va faire relaxer les contraintes dans la direction X, qui est la direction perpendiculaire à l'arête. Donc, on est capable de calculer ça. Ça, c'est un beau problème classique à faire. On résout tout le système. On a les conditions limites, qui sont les conditions classiques d'encastrement. Et on aboutit à ce qu'on appelle les caractéristiques du cloquage. Alors, je le précise, dans le cas d'une ride à une dimension, hein, donc infinie dans la direction Y, ici, là, et dans le cas d'un substrat infiniment rigide. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Une forme d'équilibre sinusoïdal. On s'y attendait un peu. Delta, ça s'appelle la déflexion. On va l'utiliser après. On a une contrainte critique de cloquage, c'est-à-dire que le processus, vous voyez, si je prends mon état plan au départ, je charge le film en contrainte de compression, il ne se passe rien, jusqu'à atteindre une contrainte seuil, qu'on appelle la contrainte critique de cloquage. Je vais en discuter après. Et puis, on s'aperçoit que la cloque, une fois qu'elle est générée, elle croît en racine de la contrainte. Donc ça provient de la résolution des équations de Foppel-von Karman. C'est trois caractéristiques principales. Quand on est en statique, c'est plus simple puisqu'on ne gère pas l'adhésion, on ne gère pas l'adhérence. Quand on passe en dynamique, la compétition est évidemment un peu plus complexe, hein, puisqu'on a, donc ça a été évoqué également, hein, c'est tout le temps de toute façon les mêmes formalités, hein, d'un point de vue de la physique. Hein. On a le taux de restitution de l'énergie élastique, qui est la variation d'énergie par unité d'accroissement de longueur, et puis on compare ça à ce qu'on va appeler l'adhésion ou l'adhérence, l'adhésion étant ici l'adhérence dépendant de la mixité modale. Quand on calcule dans le cas d'une ride droite, je vais considérer juste une ride. Hein, donc vous imaginez, hein, c'est le cas, j'ai un papier, j'appuie sur les bords, ça me fait une belle ride. Quand on détermine G, on est capable de le déterminer de manière analytique, c'est ici. Hein, on s'aperçoit que quand la contrainte augmente, au-delà de la contrainte critique, bon, ben, ce terme-là va tendre vers 1. Donc, G atteint une valeur asymptotique, hein, qu'on peut voir ici. Hein, la colonne de l'air, la ride droite, c'est ce qu'on appelle la colonne de l'air. Voilà, il ne se passe rien. Ici, je charge, j'atteins une contrainte critique qui est ici. Sigma 0 sur sigma, c'est égal à 1. Et puis, j'ai l'énergie élastique qui augmente et qui tend vers une valeur asymptotique ici. Et ça a posé beaucoup de problèmes pour la raison suivante, de compréhension de ce qui se passait pour la raison suivante, parce que ce n'était pas très raccord avec ce qu'on pouvait voir expérimentalement. Pour la raison suivante, on doit comparer G à gamma,
Imaginons, on met une énergie d'adhésion quelque part ici, constante. Vous voyez bien que, imaginons, on la met à 0,4 ici. Eh bien, une fois que c'est chargé et que j'atteins cette valeur, on sera toujours dans le cas où le critère de délaminage pourra se produire. G va être supérieur à gamma. Et donc, on devra avoir un délaminage complet du film, ce qui n'est pas le cas dans le cloquage, en fait, où on voit apparaître des structures de cloquage qui sont complexes, qui peuvent s'intensifier, mais on n'a jamais le film qui se délamine au sens, alors, je dirais caillage, mais ça c'est un peu lié aux matériaux un peu fragiles. Donc, il fallait trouver un moyen, vous voyez, pour quelque part, à un moment donné, ces cloques, elles sont de taille finie, donc il fallait trouver un moyen pour que ici, ce jet il puisse redescendre, en fait. Et d'où l'intérêt, évidemment, de la mixité modale liée au fait que la propagation de la fissure, je le répète dans la cloque ici, la propagation de la fissure, ici, elle va dépendre de l'état de chargement de la cloque, donc du delta qui est ici. Plus delta augmente, plus je tire ici sur la cloque, et plus la mixité modale va varier ici. Et ce qui est constaté, c'est sur le graphe qui est à droite ici, c'est que l'angle de mixité modale, le fameux psi évoqué précédemment, qui permet de basculer du mode, on va dire, du mode 1 au mode 2. Donc, je rappelle que 0, donc on est à moins 30, mais 0, donc c'est tout en haut, c'est le mode 1. Et puis, quand j'arrive à 90 degrés, je suis en mode 2. Eh bien, ce que l'on constate dans les processus de cloquage, c'est que très rapidement, quand je fais augmenter la contrainte, donc vous voyez, j'augmente la contrainte ici, et ici on arrive, donc c'est assez rapide, au bout de 8 sigma C, 8 fois la contrainte critique, eh bien, je m'aperçois que la fissure, elle passe, la propagation de cette fissure est déjà passée en mode 2. Et c'est la raison pour laquelle, quand une cloque, une ride se propage latéralement, il est très difficile, elle atteint souvent une taille critique, et il est très difficile pour elle de continuer à se propager latéralement à cause du fait que l'on passe en mode 2 et puis qu'il y a, comme l'a évoqué Muriel, des problèmes dissipatifs qui vont arriver et qui vont consommer une grande partie de l'énergie. Donc ça permet d'expliquer le fait que vous voyez une cloque comme celle-ci, elle soit de taille finie, elle va se propager souvent dans la direction, vous voyez, perpendiculaire, en Y ici, mais elle s'arrête souvent latéralement. C'est le constat expérimentalement que tout le monde fait quand on fabrique des films et qu'ils cloquent après des sorties de chambres de dépôt. En fait. Donc ça s'explique par la mixité modale. Cette fameuse fonction f de psi, alors, qui est évidemment difficile à contrôler, ça a été aussi évoqué par Muriel précédemment. Il existe tout un tas de formules plus ou moins empiriques. Dans le cas du cloquage, c'est assez étonnant. C'est essentiellement basé sur des travaux de Liechti sur de l'époxyglace, où on montre qu'on a quelque chose qui croît. On a le mode 0, enfin, pardon, le psi égale 0, le mode 1 ici. Et puis, on s'aperçoit que quand on charge en mode 2, la ténacité augmente. Et puis, c'est Hutchinson, Hutchinson et Suo, qui ont vraiment popularisé cette. Eux, ils utilisent plutôt une tangente carrée ici. Sans trop se poser de questions, j'avoue, un peu tout le monde utilise cette équation sans qu'on ait une réelle, comment dire, en tout cas de mon point de vue, essence de la physique qu'il y a derrière. C'est très, très empirique à ce stade, de mon point de vue. Donc voilà, donc je vais passer maintenant aux différents paramètres qui peuvent contrôler ce processus de cloquage. Donc, en statique, vous l'avez vu, il faut une contrainte critique de cloquage, au-delà de laquelle ça va cloquer. La contrainte critique, elle est en H sur B carré. Donc B étant la décohésion de l'interface. Donc imaginez, vous avez un petit défaut au niveau de votre interface de taille B, vous voyez bien que, ça c'est une évidence, pour fabriquer des films minces, j'ai intérêt à avoir des très faibles niveaux de contrainte. Comme ça, même si j'ai une certaine contrainte critique de cloquage, la contrainte est plus faible, il ne se passera rien. Mais on voit aussi qu'on peut se retrouver avec le cas où si mon film est suffisamment épais, le H est ici, si le film est suffisamment épais, pour une contrainte fixée, la contrainte critique de cloquage, elle, va être élevée, et donc je peux espérer que des petits défauts aux interfaces ne feront pas cloquer mon matériau. Je ne dis pas que l'interface ne sera pas fissurée, mais a priori, elle resterait dans un état plat.
Donc, on voit l'intérêt des films, on va dire, épais pour prohiber le processus de clopage. Alors, ce n'est pas si simple que ça, puisque si on regarde maintenant l'aspect dynamique, l'énergie élastique stockée, elle est directement proportionnelle à H, puisque c'est une intégration dans le volume. Et donc, dans le cas des films épais, je vais avoir une énergie élastique qui va croître avec cette épaisseur. Et donc, encore une fois, on l'a évoqué avant, j'ai comparé à la ténacité ou l'adhérence ou l'adhésion. Et donc, dans ce cas-là, si je regarde un critère qui est un critère plutôt dynamique, j'ai plutôt intérêt à dire que c'est préférable d'avoir un film plutôt faible, de manière à limiter l'énergie élastique qui est stockée dans mon état plan à l'état initial. Alors, c'est ce qu'on peut voir ici. Vous avez un film d'oxyde d'yttrium dans un gradient d'épaisseur. Donc, il y a un gradient d'épaisseur à peu près dans cette direction. Et vous voyez des cloques, des cordons de téléphone qui se sont propagés et puis qui se sont arrêtés à une certaine épaisseur critique ici. Et la raison, c'est qu'ici, il n'y a plus assez d'énergie élastique stockée pour compenser le fait qu'il faille, imaginons que cette cloque elle continue à se propager dans cette direction, à compenser l'énergie d'adhésion ou d'adhérence qu'il convient de délaminer pour que ça se propage. Encore une fois, vous voyez, c'est un peu ambigu cette histoire parce qu'il est très difficile, tous les paramètres étant liés, il est très difficile d'avoir une réponse unique à des utilisateurs qui viennent nous demander de limiter, des industriels qui viennent nous demander de limiter le clocage. Alors évidemment, en plus, tout ça est un peu problématique puisque tous les paramètres sont liés. C'est assez connu que les contraintes internes dans un film varient en plus avec l'épaisseur. Donc, voilà, tout est lié. Alors, les points qu'on peut sortir, c'est est-ce que l'on peut remonter à certaines propriétés simplement à partir de la visualisation de cloques. Peut-on déduire quelque chose de la morphologie des cloques? Là, vous avez le cas de rides qui ont été induites, c'est les zones blanches ici, avec des contraintes anisotropes et isotropes. En fait, le nickel ici, déposé sur du polycarbonate, a été chargé dans cette direction X. On a généré des rides. Ensuite, on relâche les contraintes et on voit qu'il y a une transition. Donc, les rides se transforment en réseau linéaire de bulles. Et cette ride, mais qui, vous voyez, les limites ondulantes, elle se met à onduler de plus en plus. Donc, on s'aperçoit que les contraintes, ou le caractère isotrope ou non des contraintes, donnent des morphologies différentes. Donc ça, c'est ce qui a été fait il y a quelques années maintenant avec Guillaume Paris, c'est-à-dire une cartographie de cloques. Alors, c'est complètement adimensionnalisé. Vous avez le module du film, la demi-largeur de la cloque, son épaisseur, la contrainte dans l'axe X qui est ici, la contrainte dans l'axe Y qui est ici. Et on a cette cartographie état-plan quand les contraintes sont faibles. Si vous augmentez ça, c'est logique tout ça, les contraintes en XX, eh bien, vous allez créer des rides. C'est la feuille de papier que je vais pousser. Et puis, si vous venez comprimer cette ride ici dans la direction Y, eh bien, on s'aperçoit, ça se comprend bien ici. Imaginons que je comprime là, eh bien, je vais avoir deux moyens pour relaxer l'énergie de cette cloque. Soit la faire onduler dans son plan, c'est ce qu'on appelle les cordons de téléphone, soit la faire onduler en imaginant hors plan, mais c'est toujours un sinus comme ça hors plan, et c'est ce qu'on appelle le réseau linéaire de bulles. Et la différence ici étant intimement liée à la taille qui était différente, la taille B de la cloque. Et par contre, on voit bien sur ce plan, sur cette cartographie adimensionnalisée, on comprend bien que d'un point de vue purement expérimental, ce sont les cordons de téléphone qu'on observe quasiment tout le temps. Et la raison, elle est simple, c'est que les cordons de téléphone, vous voyez, le domaine de validité se situe dans le domaine des contraintes isotropes qu'il aurait fallu tracer ici. Si on suppose que lorsqu'on fabrique un film mince, par exemple, par voie PVD, on a des contraintes isotropes, et bien on s'aperçoit qu'au-delà d'un point qui est ici, là, on a le domaine de stabilité de cordons de téléphone. Donc c'est un peu logique que ce soit ce type de structure que l'on observe majoritairement d'un point de vue expérimental. Passons maintenant à l'élasticité du substrat. Ça, on voit tout l'intérêt aussi de comprendre ce qui se passe, quel est le rôle du substrat dans la mesure où tout le monde souhaite fabriquer dorénavant les flexible devices avec des substrats polymériques sur lesquels on vient déposer des films métalliques pour
électronique, bien évidemment. Donc, quand on regarde l'élasticité du substrat, voilà ce qui se passe. Donc, sur ce graphe, vous est tracé la déflexion de la cloque, de la ride, les rides que vous pouvez voir ici, en fonction normalisée sur l'épaisseur, en fonction de la contrainte normalisée sur l'épaisseur critique. Et en pourpre ici, cette courbe-là, vous pouvez voir ce qu'on appelle le cadre du substrat rigide, la fameuse colonne de l'air. Je l'ai évoqué précédemment. Je charge le matériau, j'atteins la contrainte critique et j'ai une évolution en racine de la contrainte. Quand on met maintenant un substrat élastique, c'est ce que vous voyez ici, donc c'est du nickel déposé sur du polycarbonate, donc il y a un très très fort contraste de propriétés élastiques. Ce sont tous les points que vous voyez ici, pour différentes épaisseurs. Eh bien, vous voyez que, évidemment, tous ces points expérimentaux ne se superposent pas du tout avec ce qui est prédit d'un point de vue analytique, je le répète, qui est le cas d'un substrat rigide. Et donc, quand on fit cette courbe, si on essaie de fitter cette courbe avec une loi en racine, eh bien, on est capable d'estimer la nouvelle contrainte critique qui se situe ici. En tout cas, d'un point de vue purement expérimental, on voit bien que l'effet du substrat, de l'élasticité du substrat, c'est de réduire la contrainte critique de cloquage, de diminuer la contrainte critique de cloquage. Donc, l'élasticité du substrat, somme toute, il a un effet assez accélérateur au cloquage, en fait. Donc ça, juste pour dire qu'on a calculé, on est capable, ça on l'a fait de manière implémentée en éléments finis, on a défini un coefficient, le coefficient gamma ici, un coefficient qui corrige la contrainte critique de cloquage que l'on connaît maintenant parfaitement bien d'un point de vue analytique, et on la corrige avec ce type de courbe. Donc l'élasticité du substrat, il est défini par le coefficient d'Endurce alpha, qui est le rapport EF moins ES sur F plus EF. Je rappelle que moins 1, alpha égale moins 1 ici, c'est un substrat infiniment rigide, la fameuse colonne de l'air. Alpha égale 1 ici, un substrat infiniment mou. Et donc, qu'est-ce que l'on constate? Évidemment, gamma, ici, le coefficient correcteur, il vaut à peu près 1. En gros, jusqu'à 0,5, moins 0,50. Et puis, une fois que on dépasse alpha égale 0, donc c'est un même module, un module de film et substrat égaux. Cette contrainte critique de cloquage se met à diminuer progressivement et puis alors chute de manière dramatique au-delà d'une valeur qui est de 0,7, 0,8 à peu près. Et puis on a un effet inverse pour cette fois-ci la déflexion. La déflexion, elle augmente légèrement et puis au-delà de cette valeur critique, on observe une très très forte remontée de la déflexion de la cloque. Donc comme je l'ai dit, l'élasticité du substrat, ça a un effet vraiment accélère, c'est plutôt néfaste, on va dire, pour limiter le processus de cloquage. Alors, ce que l'on constate d'un point de vue expérimental, c'est que lorsqu'on a un substrat mou, type polycarbonate comme avant, donc ici nickel sur polycarbonate, donc vous voyez, il a un contraste gigantesque, ça fait un alpha de 0,97, et bien on constate, vous pouvez le voir ici, ce sont des profils par microscopie à force atomique, on constate en pied de courbe, en pied de cloque, on constate un enfoncement. Alors cet enfoncement, il est tout petit, il est de quelques nanomètres, de dizaines de nanomètres, mais on peut le mesurer. Et donc, on peut estimer ou mesurer expérimentalement cet enfoncement, le comparer à la déflexion de la cloque, et puis tracer ça, plotter ce delta 2 sur delta 1, en fonction, donc ici c'est rapporté en pourcent, en fonction d'un paramètre ici, B, qui dépend de alpha. Et donc dorénavant, on a une espèce de courbe, on a une courbe maîtresse, pour tout un tas de matériaux, on suit une espèce de courbe maîtresse qui a été fitée. Et donc on a dorénavant, vous voyez, accès à alpha, on peut déterminer alpha, moyennant cette équation. Bon, le paramètre lambda étant défini ici, mais ce qui est intéressant ici, c'est que les 4 paramètres ici sont accessibles par l'expérience. Je rappelle que H, c'est l'épaisseur, on est censé la connaître. B, c'est la demi-largeur de la cloque, on la mesure par microscopie à force atomique, par exemple. Et puis delta 2, delta 1, vous avez la déflexion de la cloque, l'enfoncement de la cloque. Donc, on est capable, en mesurant cette géométrie de cloque de manière relativement précise, de remonter au paramètre alpha. Et ça, c'est une alternative, je pense, assez intéressante, parce que pour remonter évidemment aux propriétés élastiques, généralement, on fait de la nano-adaptation. Mais c'est toujours difficile quand on a un film rigide, métallique par exemple, ou un oxyde sur un substrat relativement mou,
c'est toujours relativement difficile de remonter à la valeur du module. Et donc là, c'est un moyen, une méthode en tout cas alternative pour cela. Je m'aperçois que j'ai déjà dépassé mon temps. C'est exact? Donc ça, je continuerai, mais c'est pas grave, je continuerai une autre fois. Je vais juste présenter un point qui m'a beaucoup amusé. Je présente ce point-ci, c'est le fait qu'on s'est toujours posé la question, nous, en fait, vous voyez, vous avez un état plan, on cloque, et puis ça cloque, mais qu'est-ce qu'il y a sous la cloque? En gros, est-ce que il y a entre guillemets une espèce de vide, de l'eau vacuum? Donc, ce qu'on a fait, c'est on a pris une ride ici qui a priori qui était fermée. Je ne sais plus laquelle c'était, ça devait être peut-être celle-ci. On l'a parfaitement caractérisée par AFM en amont. On est venu faire une découpe au focus ion beam que vous voyez ici, de manière à ouvrir la cloque. On la voit elle ici, la découpe. Et on est venu mesurer le profil avant-après, très loin de la découpe, pour éviter qu'il y ait des effets, évidemment. Et qu'est-ce que l'on a constaté? C'est juste la courbe qui est ici. On retrouve l'enfoncement, d'ailleurs, ici, c'est un substrat mou. Mais qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'avant la découpe, c'est la courbe qui est en haut, ici. Alors, attendez, Prior, allez, je pense que ça… Non, c'est ça. Prior, c'est ici. Et lorsque l'on fait la découpe, qu'est-ce que l'on constate? On constate, alors il y a le zoom ici, on constate qu'on a une légère remontée, c'est minime, 20 nanomètres, on a une légère remontée de la cloque, et ça traduit directement le fait que le fait d'avoir fait la découpe, on a remis de la pression ici, on a égalisé la pression interne-externe, et donc ça fait remonter la cloque de 20 nanomètres. Et donc ça signifie que je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais qu'il peut exister des cas, je ne sais pas combien de temps ça dure, pour lequel on peut présupposer qu'en dessous des cloques se trouve en tout cas un environnement qui est très très faible en pression, qu'on pourrait qualifier de vide. Voilà, je vais arrêter là, j'avais plein de trucs à dire, mais tant pis pour moi, c'est trop long, ça sera peut-être l'objet d'une future conférence.